Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À vos débuts, votre carrière a explosé dans le bon sens du terme, mais cela n'avait rien à voir avec le Big Bang que vous évoquez dans un livre où vous parlez de physique plutôt que de votre physique. Bonjour, Irène Jacob. Bonjour, merci. C'est vrai qu'il y a ce livre, votre premier livre, Big Bang, chez Albin Michel, qui sort, on va en parler longuement. C'est un livre très émouvant sur votre famille et sur votre passé que vous aviez peu évoqué, mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Donc la première que j'ai trouvée, c'est le 25 novembre 1985. Alors ça vous dira peut-être rien, ça s'appelle Tous en scène sur France 3 et on vous voit dans une école de la rue Blanche au théâtre 347. Vous vous souvenez de cette séquence? Vous vous en souvenez? De cette séquence, non, je me souviens pas, mais c'est vrai que récemment, j'ai participé à un documentaire réalisé par Claire Rupli, justement sur l'école de la rue Blanche, qui s'est déplacée maintenant à Lyon, mais qui était à Paris à cette époque et qui a été l'école de théâtre que j'ai suivie pendant 3 ans. Et c'est votre première apparition télé, et vous expliquez avec une autre comédienne qu'on va citer dans quelques instants que l'enseignement est important, que dans le privé, ça coûte 800 francs par mois, et que là, non seulement on apprend la comédie, mais l'escrime et beaucoup d'autres choses. Vous vous en souvenez? Ah non, je me souviens pas du tout. Eh ben, cette séquence existe à la télévision et il y a quelqu'un d'autre qui est à vos côtés dans cette école et on entend sa voix. Mais moi, j'ai été très inhibée au théâtre, pas toujours, parce qu'il y a des metteurs en scène que j'ai beaucoup appréciés. C'est vrai, elle était en classe avec vous? Pas avec moi, non. Mais dans cette école. Oui, c'est ça. Et elle avait, elle aussi, été passionnée. On sentait l'envie de faire ce métier. Mais quelle chance quand on rentre dans une école de théâtre comme ça. C'était le rêve. C'était le rêve, d'être à Paris, de prendre des cours de diction, de parler de parler de Marivaux, de Tchekhov, de Molière, de Brecht, de découvrir comme ça tout un monde. En plus, c'est très stimulant. On nous dit aller au théâtre tous les jours, aller voir des pièces tous les jours. Voilà, on sent que c'est un moment où on a un appétit, en tout cas, de rencontres, de connaître, d'essayer, de partage. Oui, en même temps, vous avancez instinctivement en apprenant les textes que vous ne comprenez pas au début, forcément, Irène Jacob. Oui, ce que je voulais raconter, c'était, j'en parle un petit peu un moment dans ce livre-là, c'est vrai qu'au début, quand on verra, il y a comme ça, quand on aborde les textes, on n'a encore que 20 ans et puis on joue des personnages qui ont 45 ou qui sont plus âgés ou qui ont une maturité bien plus grande. Effectivement, si on travaille les textes même de tragédie, on se trouve comme ça confronté à moi, j'avais l'impression presque de flotter dans un vêtement trop large. Comment habiter, comment rendre dense tous ces mots-là? Et puis apprendre finalement que si on se laisse traverser par ces mots, si on ouvre la bouche et on les dit, quelque chose va se passer tout simplement dont on n'a pas peut-être, qu'on ne maîtrise pas, mais qui nous échappe parce qu'on est là, ce jour-là, à prononcer ces mots à travers notre corps, notre histoire que peut-être on ne connaît pas bien, mais qui est là, qui s'exprime dans tout, bien, sans forcément le maîtriser, quoi. Elle est là. Oui, et votre histoire, elle a commencé à Genève, où vous avez grandi avec le rêve de devenir comédienne. Je crois qu'à 10 ans, vous connaissiez les tirades de Cyrano, Irène Jacob. Oui, moi, comme je raconte un tout petit peu, effectivement, les textes dans ma famille, on n'allait pas beaucoup au cinéma ou au théâtre, mais on aimait beaucoup les textes. Et je remarquais que chaque être avait avec lui un texte qui lui était un peu associé. Un poème, on disait, ah oui, bien sûr, lui c'est les elfes, alors tu nous dis les elfes, ah toi, tu nous dis Balandard. Bon, ça peut être un texte humoristique, mais chacun avait comme ça un texte qu'il pouvait réciter dans ces occasions. Et finalement, un texte qui lui ressemble et on ne sait pas comment, il y a un rapport, un lien, un miroir qui se fait entre certains textes et un être, sans qu'il le sache encore très bien. Et à propos de miroir, votre idole de jeunesse était Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, oui, parce que j'avais envie aussi beaucoup d'évoquer Alice, parce que non seulement c'est une histoire extraordinaire, mais puis c'est un scientifique, Lewis Carroll, qui est aussi devenu écrivain, un grand écrivain, et qui aborde dans Alice au Pays des Merveilles un monde fou qui nous ressemble, c'est-à-dire où tout est à l'envers, où on devient à la fois très grand et très petit. Alors les enfants, ils ont toujours l'impression que en un mois, ça y est, leur pull qui était trop long est devenu trop court. Le temps passe, on ne sait pas comment. On essaie de comprendre
ce qui se passe et les questionnements d'Alice sont des questionnements, et le monde d'Alice au Pays des Merveilles, je sais, qui ont beaucoup touché beaucoup de physiciens de la physique quantique, comme mon père. Oui, on va reparler de votre père tout à l'heure, mais il faut savoir que Lewis Carroll, d'après la légende, a improvisé le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Il était sur une barque avec les filles du doyen de la faculté d'Oxford, et il leur a raconté cette histoire en l'improvisant complètement. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il était séduit par cette petite fille. Enfin, il avait envie de lui raconter une histoire. Il a commencé cette histoire, et c'est venu d'abord d'une amitié comme ça, à travers les âges, entre un scientifique puis cette jeune fille, et puis de lui raconter une histoire qui pourrait être à la mesure de la façon dont on conçoit le monde à cet âge-là, avec des questions, avec un étonnement toujours. Oui. Et des histoires, vous en avez vécu encore plus. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 20 mai 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Irène Jacob. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Irène Jacob. Il y a ce livre Big Bang chez Albin Michel dont on va parler longuement tout à l'heure. Mais il y a des dates importantes comme le 20 mai 1991. Festival de Cannes, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Oui. Le prix d'interprétation féminine pour La double vie de Véronique. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez appris que vous aviez ce prix, Irène Jacob? Oui, je m'en souviens. Enfin, c'est vrai que c'était... D'abord, c'était incroyable d'avoir l'occasion de tourner avec ce réalisateur polonais. Le mur de Berlin venait juste, enfin, c'était en 90 qu'on a tourné, juste de tomber. Les frontières s'ouvraient. J'avais vu un de ses films qui s'appelait Brève histoire d'amour, mais jamais j'imaginais que j'aurais l'occasion de travailler avec un de ces réalisateurs de là-bas. Et alors déjà, l'expérience d'aller en Pologne, de faire ce film, et puis voilà que le film est pris à Cannes, et puis ce prix d'interprétation... C'était incroyable, d'autant que je sentais que ce film était reçu avec beaucoup de chaleur au moment du festival. Les gens disaient on tombe amoureux. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose qui était par rapport à ce film, quelque chose de très lyrique, de très même musical, enfin, qui ressemblait pas à un film narratif qui s'échappait un petit peu aussi des films aussi de ceux que faisait Krzysztof Kieślowski, qui était un film complètement presque sur l'intuition, sur l'invisible, sur autre chose. Oui, ce qui vous passionne. Ouais. L'autre événement de ce festival, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était Akira Kurosawa qui présentait Rhapsody en août, un film sur la bombe atomique en disant « J'ai fait un film sur la gentillesse, quelque chose que le monde a oublié ». Déjà en 91, vous vous rendez compte? Ah ouais. Et alors, finalement, Cannes, vous retrouvez comme ça sur la scène, vous ne l'auriez jamais imaginé lorsque vous êtes venu quelques années plus tôt boire un coca, je crois, dans un café voisin et voir les stars qui étaient sur la croisette. Oui, c'est vrai que moi, ma famille venait pas du tout du milieu du cinéma ni du théâtre, et je crois que j'avais dû aller une fois à Cannes comme ça parce que j'étais dans la région à un moment, mais c'était un monde auquel j'imaginais même pas un jour avoir l'occasion de faire partie. C'est vrai que j'avais envie de faire du théâtre, j'en étais sûre. Et je crois que le cinéma est arrivé comme un cadeau, parce qu'on ne peut pas prévoir de faire du cinéma, vraiment. On fait une école de théâtre, on rencontre des partenaires, on rencontre des auteurs, et puis voilà, le cinéma s'est ouvert... et j'ai découvert le monde du cinéma, et c'était pour moi une rencontre bouleversante. Oui, et je crois que l'un des premiers déclics, c'est Au revoir les enfants de Louis Malle, où vous avez joué. Voilà. Alors j'étais à la Rue Blanche à ce moment-là, et Jeanne Biras, qui était la directeur de casting, m'avait vue dans une des petites pièces qu'on jouait tous les trimestres à la Rue Blanche, et il fallait une comédienne qui sache jouer du piano. Alors il se trouve que je savais jouer du piano, et je dis toujours que c'est grâce à la musique que je suis rentrée dans le cinéma, parce que je devais jouer le Rondo Capriccioso de Saint-Saëns pour accompagner un grand musicien qui s'appelle Ami Flammer, et du coup Louis Malle m'a choisi parce que je savais jouer du piano, et ça a été pour moi la découverte déjà du cinéma de Louis Malle, et puis ça a été vraiment la façon dont j'ai rencontré ensuite par la suite et Margot Capelier, qui m'a fait rencontrer Krzysztof Kieślowski, et ça a été vraiment le début de toute une introduction au cinéma, et ne serait-ce que de travailler avec Louis Malle a été pour moi très émouvant, la façon dont il m'a dirigée, les raisons pour lesquelles il faisait ce film, Au revoir les enfants, l'importance de ce que c'était que de raconter une histoire, de son parcours, de
tout ça, ça a été vraiment... Et le premier titre d'Au revoir les enfants, c'était My Little Madeleine, en référence à la Madeleine de Proust, puisqu'il considérait ce film comme sa Madeleine de Proust. Alors ensuite, ça a continué. Bon, on vous a appelé Véronique de temps en temps dans la rue, à cause de ce film, mais ça a continué. Il y a eu Rouge, qui a été aussi un événement pour vous, Irène Jacob. Oui, ça c'est vrai que après la W de Véronique, j'ai fait un film en Russie, j'ai fait le Misanthrope, et puis il y a eu Rouge, 3 couleurs rouges. Et là, c'était avec Jean-Louis Trintignant, une rencontre extraordinaire. Enfin, pour moi, de travailler avec lui aussi, cet acteur merveilleux. Enfin, ça a été pour moi de nouveau une aventure de rentrer à Genève, de cette ville que j'avais quittée, justement, d'être dans ce rapport tellement intéressant, je trouve, entre Valentine, le rôle que je jouais, et le juge Jean-Louis Trintignant. C'est un film que je continue de présenter souvent dans les cinémathèques, dans les écoles de cinéma, quand je vais dans une ville ou dans une autre. Et je sens à quel point les étudiants découvrent ce film, l'adorent. Enfin, je veux dire, il est resté tellement... La trilogie a marqué beaucoup de gens, Bleu, Blanc, Rouge. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, votre carrière a démarré comme ça. Il est arrivé ce que vous n'imaginez pas, c'est des tournages dans le monde entier, en Italie, en Angleterre, en Pologne, partout. Irène Jacob. Oui, parce que c'est vrai que dans le cinéma de Krzysztof Kieślowski, il dit souvent, quand c'est trop explicite, je coupe. C'est-à-dire qu'il dit une partie des choses et puis il laisse au spectateur le temps, la façon de compléter. Alors ces films échappent au temps, parce qu'aujourd'hui on le complète avec nos réalités aujourd'hui, ils échappent aussi aux cultures, et ce qui fait que ces films parlent tout autant au Japon, au Brésil, en Chine qu'aux États-Unis. Enfin, c'est assez incroyable de voir comment ils ont voyagé. Et vous aussi, vous avez beaucoup voyagé. Oui. Alors du coup, j'ai beaucoup voyagé aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même très émouvant. Enfin, c'est vrai, l'autre jour, j'ai rencontré, par exemple, le réalisateur de Parasite, Bong Joon-ho, et je lui dis, bonjour, il me dit, mais j'ai vu la W de Véronique. Je me dis, mais c'est incroyable comme de voir que ce sont des films, parce que c'était un grand réalisateur, Krzysztof Kieślowski, qui ont touché des cultures très différentes. Et moi, ça m'a amené aussi à voyager, du coup. Et encore récemment, j'ai fait 2 séries aux États-Unis, une qui s'appelait The Affair et l'autre DOA. Et c'est vrai que chacun des jeunes showrunners, les gens qui faisaient la série, m'ont dit, mais on a tellement aimé Rouge, on avait vraiment envie que tu sois là, que tu fasses partie du film, de la série. Et voilà. Mais c'est un privilège, parce qu'il y a quand même peu d'actrices aujourd'hui françaises qui peuvent jouer dans autant de pays et en parlant autant de langues, Irène Jacob. C'est une grande chance, dans le sens que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les réalisateurs avec qui j'ai tourné, mais c'est vrai que j'adore aussi travailler en France, parce que c'est vraiment ma culture, c'est ici que je vis, et je suis contente aussi, là, ces 3 dernières années, d'avoir fait beaucoup de théâtre en France, mais c'est vrai que j'ai travaillé de nouveau avec Thomas Ostermayer, donc un metteur en scène allemand, Cathy Mitchell, une metteur en scène anglaise, et Roland Ozay, un metteur en scène français. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que je sens que même aujourd'hui, on est dans un monde où, heureusement, les cultures, on peut oublier parfois les frontières, et on peut se retrouver, se rencontrer, et c'est très fort. Oui, et ce qui est le plus étonnant, c'est que vous avez quand même tourné aussi avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, Irène Jacob, dans Salon on t'aime. J'étais très contente de travailler avec Claude Lelouch, et justement de participer à un de ses films. Et c'est vrai que pour moi, ça a été aussi l'occasion de découvrir son cinéma, sa façon de faire, cette façon toujours tellement inventive, improvisée, l'énergie. Totalement. Claude, oui. Et Johnny, vous l'avez rencontré ? Eh bien, Johnny, bien sûr, je l'ai rencontré puisque je jouais une de ses filles, et ça a été un partenaire absolument toujours présent, toujours généreux, toujours vraiment attentif. Vraiment, et Eddie Mitchell, c'est la 2e fois que je tournais avec lui, puisque j'avais joué sa fille aussi dans Cuisine américaine, et un bonheur chaque fois aussi de le retrouver. Enfin, ce sont des personnalités qui sont, des personnes. C'était vraiment un bonheur de travailler avec eux. Et la chanson, ça vous fascine aussi, La Preuve. Je sais nager, j'ai un savoir étonnant. Car vous avez fait plusieurs disques, Irène Jacob, et le Je sais nager est un des premiers. Ça avait commencé avec Vincent Delerme à l'Européen, et là c'est avec Francis, l'un de vos frères. Voilà. Pourquoi la chanson ? D'abord, j'ai commencé à
Alors, comme je vous dis, j'avais fait du piano et puis du violon. Et c'est vrai qu'on m'a invité comme ça, comme Vincent Delerme, à chanter sur son disque 2, puis 3. Enfin, c'était un tel plaisir de venir de façon vraiment... voilà, comme une chanteuse du dimanche, c'est-à-dire on chante. Et c'est vrai que j'ai tellement apprécié. J'avais envie de travailler ma voix depuis longtemps. Et puis mon frère est musicien, je m'entends très bien avec lui. On avait envie de faire quelque chose ensemble. On s'est dit si on écrivait un disque. Les paroles, on écrivait ensemble. C'est son projet musical complètement. Il habite à New York, donc c'est aussi des rythmes très métissés, que ce soit, il travaille beaucoup avec des musiciens ouest-africains, ou bien il a vécu au Brésil, donc ce sont des rythmiques voilà, qui sont très métissés, et puis avec des textes français, et puis des musiciens d'un peu partout. Donc c'était une envie de se rencontrer, en tout cas sur un projet. On en a fait 2, puis voilà, là il est en train d'écrire en ce moment un 3e qui serait des reprises de Brassens, mais avec des rythmes aussi complètement différents, sur lesquels je viendrai chanter sur quelques chansons. Et Brassens, d'ailleurs, vous l'avez chanté aussi, avec l'Auvergnat. Elle est à toi cette chanson, toi, l'Auvergnat qui sans façon. Ça, c'est une version très particulière et très personnelle. Voilà, c'est la première qu'on ait faite avec mon frère. À suite de cette chanson, il a eu envie tout d'un coup d'en faire un répertoire qui lui chante en ce moment à New York, mais bon, il m'a invité pour faire 5 ou 6 chansons avec lui dans le nouvel album. L'Auvergnat, c'est Marcel Planche, le mari de Jeanne, chez qui Brassens s'est réfugié pendant la guerre. Et curieusement, il s'appelait Marcel Planche, il était carrossier, et il l'a surnommé l'Auvergnat, comme ça, Brassens. Et pendant des années, beaucoup de gens ont cru que Brassens était né dans le Puy-de-Dôme à cause de cette chanson. Ah. C'est assez curieux. Pourtant, c'est l'histoire de quelqu'un qui accueille, plutôt. Voilà. C'est ça. Oui, mais on n'écoute pas toujours les paroles des chansons. En revanche, on lit votre livre, je l'ai lu, et je crois que je ne suis pas le seul. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 6 novembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Irène Jacob. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Irène Jacob. 6 novembre 2019, sortie de Big Bang chez Albin Michel. Alors, vous faites du cinéma, du théâtre, de la chanson et un livre maintenant. Pourquoi ce livre, Irène Jacob ? Je crois que depuis que j'ai 20 ans, j'écris des choses ici ou là. Bon, c'était ces paroles de chansons, là, on en a parlé, mais des portraits de réalisateurs quand j'étais en tournage, des rêves que j'écrivais, des spectacles que j'avais vus. Et puis, à un moment, j'ai voulu faire un projet sur le CERN. Donc, mon père travaillait au CERN. Qui est Maurice Jacob, physicien. Jacob, oui, qui est physicien quantique, où il y a ce grand accélérateur, on accélère des particules pour essayer de comprendre l'origine de l'univers. Et j'avais envie de parler, en fait, de ce qu'on y cherchait dans cet endroit où on fait des recherches sur l'invisible, où l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, où il y a des lois folles. Et moi, j'ai grandi à côté de cet accélérateur. J'allais au CERN, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine pour déjeuner, ou pour retrouver mon père ici ou là. Et du coup, ça a vraiment, sans être scientifique, j'ai eu tout de suite cette impression que cet univers, ce mystère-là, était quelque chose qui nous concernait. Et j'avais envie de raconter ça parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils ouvrent le journal et qu'il y a une nouvelle particule qui vient de se créer, on dit « Waouh, génial !» Et puis on ouvre, et puis après 2 mots comme microseconde et gluon, on referme le journal en disant « Finalement, tout ça, c'est bien loin de moi. » Et en fait, il y a des lois dans la physique quantique qui sont merveilleuses parce qu'elles sont folles. Quand je dis folle, c'est que c'est pas du tout insultant, puisque un des grands physiciens de la physique quantique, Niels Bohr, disait « Si votre théorie n'est pas assez folle pour être juste. » Voilà. Il faut oser penser l'incroyable, parce que le monde doit nous étonner, parce qu'il est étonnant. Et donc, ces physiciens étaient capables de parler avec leur petit gobelet de plastique, leur café, voilà, d'un monde à 23 dimensions, qui n'aurait peut-être plus de temps. Et je me disais, c'est incroyable. Et ensuite, de rentrer chez eux et d'être aussi confronté finalement à ce que c'est qu'un quotidien, à ce que c'est que beaucoup de personnes qui ne comprennent absolument pas le monde qu'ils sont en train de rechercher. Et on cherchait l'origine de l'univers. Et je me disais, c'était drôle parce que je voyais que ces scientifiques, tout en sachant énormément de choses, étaient confrontés à beaucoup d'inconnus, puisqu'ils disaient qu'ils ne connaissaient que 5% de la matière dont était fait l'univers.
Et voilà, je voulais dire que ce qui m'intéressait, donc dans un de ces feuillets que j'avais écrit, c'était de confronter la précision scientifique à la virgule près, ces chevaliers de l'univers confrontés finalement à une vie qui est tout aussi infinie, tout aussi mystérieuse, tout aussi incompréhensible aussi, voilà. Et donc au grand inconnu. J'avais écrit ça, j'avais écrit quelque chose sur la naissance, j'avais écrit plusieurs feuillets, puis j'allais rien en faire, mais j'avais écrit pour le plaisir d'écrire. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup en train de dire les textes des autres, que ce soit évidemment au cinéma, mais au théâtre, on travaille avec un texte pendant 1 an. On dit ce texte tous les jours, d'abord pour l'apprendre, ensuite pour le répéter, ensuite pour le jouer. Et ce sont des textes qui nous rentrent complètement dans la peau, enfin qui sont complètement comme des amis Et je pense qu'ils nous font grandir, ces auteurs avec lesquels on travaille. Ce livre, je l'ai écrit sur un temps de 3 ans, en rassemblant des choses, et je travaillais à ce moment-là des auteurs qui m'ont tous les 3 beaucoup influencé, même si ça n'a rien à voir, mais par exemple Cocteau, qui était la voix humaine, c'est une femme qui parle avec son amoureux qu'on n'entend pas, et je me disais, voilà encore un texte sur l'invisible, une pièce sur l'invisible, sur l'absence, ce grand inconnu avec qui on a besoin de converser. Oui, et dans ce livre, on apprend aussi que votre père, donc Irène Jacob, est à l'origine d'une découverte scientifique qui s'appelle l'hélicité, une découverte physique. Je crois que c'est en sortant d'une maternité à New York qu'il y a eu un déclic, et que finalement, les physiciens se sont emparés de ça. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que justement, ils disent que souvent les grands physiciens quantiques font leur découverte avant 25 ans, parce que c'est le moment où le cerveau est le plus rapide, peut-être, mais ensuite, ils passent le reste du temps à organiser cette recherche, à convoquer d'autres jeunes étudiants, à les mettre sur d'autres recherches. Et c'était un monde qui est tellement vaste, la physique quantique, on disait qu'il faut vraiment très vite trouver une spécialisation, autrement on se perd. Et donc, c'est vrai que c'était... l'idée, c'est... Dans la vie, il y a tellement de choses qui nous dépassent. J'avais envie de parler de ça. Une naissance, c'est un moment où, tout d'un coup, non seulement je devenais ce grand accélérateur de particules, on peut dire ce grand laboratoire de la vie, mais aussi, c'est un moment où, pendant 9 mois, je peux m'adresser à quelqu'un que je ne vois pas. Et j'avais envie de parler, du coup, dans ce livre, un moment où je perds mon père, où je m'adresse à lui, puisqu'il est parti, et puis je m'adresse en même temps à un enfant qui va naître et que je ne vois pas non plus. Donc, dans ces présences silencieuses, on peut s'adresser à l'inconnu, mais cet inconnu, il nous traverse tout le temps, de la même façon que cette femme dans Cocteau parle pendant 1 heure au téléphone avec quelqu'un qu'on n'entendra jamais, et on essaye de deviner quelle est sa vie à travers ce téléphone, qu'est-ce qu'elle défend, sur quoi elle est déchirée. Alors, votre père vous parlait de termes dont on parle peu aux enfants, les quarks par exemple, ce qui n'a rien à voir avec la chasse aux snarks de Lewis Carroll, qui a d'ailleurs été traduit par Aragon, on ne le sait pas souvent. Et les quarks, l'antimatière, dès l'enfance, vous avez entendu parler de ça, Irène Jacob? Oui, les quarks, mais oui, ça faisait pas partie de quelque chose qui faisait peur, puisqu'on disait toujours... Mais on parlait des quarks, c'était toujours comme ça, et puis voilà, c'était la plus petite à ce moment-là qu'on connaissait à ce moment-là de particules. Mais aussi, c'est vrai que j'entendais toujours au repas, il y avait des gens qui disaient « Alors Maurice », donc mon père s'appelait Maurice, « Raconte-nous, le Big Bang, c'était comment ?» Alors bon, il commençait à dire « Bon ben voilà, ça a commencé par une soupe », parce que contrairement à ce qu'on croit, c'était pas une explosion, mais au contraire, quelque chose de complètement... On dit, mais voilà, de gluons. On peut remonter tout ce qui s'est passé jusqu'au Big Bang, jusqu'à 10 puissance moins 47 secondes. Avant ça, on ne sait plus très bien. Alors je me disais, c'est incroyable quand même. 10 puissance moins 47 secondes, c'est rien, c'est même pas 1 seconde. Mais alors, on sait ce qui s'est passé dans le Big Bang. Et il me disait, mais non, mais pour toi, ça paraît tellement court, mais il peut se passer tellement de choses. Et je réalisais finalement, dans cette relativité, en fait, que tout est possible et que le monde a tellement de formes et multiformes. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont envie de réponses courtes. Quand on dit, alors comment ça s'est passé le Big Bang, raconte-nous. Il faudrait trouver une réponse rapide. Mais il n'y a pas de réponse rapide. Tout ça, ce sont des grandes questions et des grandes interrogations. D'ailleurs, The Big Bang Theory, c'est aussi un sitcom américain qui a eu beaucoup de succès pendant 12 ans, qui est une série comique. Je ne sais pas si vous en avez vu des épisodes diffusés, qui n'a absolument rien à voir. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que c'était l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, et quand vous alliez dans le laboratoire de votre père, Maurice Jacob, il y avait un petit panneau avec écrit « Ne pas effacer le tableau ». C'est quand même extraordinaire. Oui, je trouvais que ce sont des petits
petits détails, évidemment, parce que, bien sûr, il y avait une employée ou un employé de ménage qui venait pour aussi ranger et souvent, l'idée, c'était que ce tableau qui était d'abord une pièce de physicien, c'était complètement le bazar. Oui. Il n'y avait pas d'ordinateur tellement, enfin, il y avait des papiers partout, et puis des tableaux avec des signes et des choses. Il fallait surtout pas les effacer parce que c'était le moment d'une pensée ou peut-être d'une équation qu'il fallait surtout méditer sur plusieurs semaines. Chacun passerait, rajouterait une virgule, une flèche, enfin voilà. Et vous parlez aussi dans ce livre d'une chose importante que vous avez prise pour vous, Irène Jacob, c'est la force faible. Voilà, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait dans le lexique des physiciens quantiques des mots incroyables, tellement évocateurs. Moi qui ne suis pas du tout scientifique et qui n'étais certainement pas enfant, encore moins, j'aimais déjà ces mots parce que je m'en emparais pour essayer de comprendre quelque chose. Par exemple, que ce soit un mot comme matière et antimatière. Antimatière, je trouvais ça un tout petit peu inquiétant. Trou noir, on n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cœur qui s'effondre, il n'y a plus de temps. Force faible. Je me disais, quel beau mot, ce force faible. Évidemment, pour eux, ça leur paraît normal. Il y a une force forte, puis une force faible. Mais moi, je me disais, tiens, la force faible. Et tout d'un coup, j'essayais de comprendre, à travers ce lexique-là, presque à travers ce prisme-là, une histoire familiale. Avec aussi des dépressions, avec aussi des forces faibles, avec des moments de maternité difficiles, de deuil, comment s'emparer de la vie ? Parce qu'il ne suffit pas de vivre, ensuite il faut s'en emparer et pouvoir... Oui, voilà. et justement, Maurice Jacob, et vous le racontez dans ce livre, a eu des moments de dépression forte. On appelait ça la dépression, pas encore la déprime. On a commencé à appeler ça la déprime dans les années 70 avec un livre de Jacqueline Michel qui portait ce titre. Mais avant, ça ne se soignait pas comme aujourd'hui. Oui, puis on n'en parlait pas beaucoup, en fait. En plus, on ne savait pas très bien ce que c'était, donc on n'en parlait pas. Et finalement, c'est une maladie et dont on peut se soigner. Mais c'est une maladie qui est très, très douloureuse. Enfin, ce sont les moments... Et vous l'avez vécu en famille, avec votre père ? Avec ma grand-mère, avec plusieurs personnes de ma famille paternelle. Et alors, il y a une différence entre des passages dépressifs que peuvent traverser quelqu'un à la suite d'un deuil ou comme dans ma famille maternelle, des bouleversements, et puis des choses qui sont aussi de l'ordre de force faible, au fait, avec des moments très très forts et très énergiques, et puis des chutes. Il y a une force aussi dans votre famille, c'est votre mère qui a fait l'université du 3e âge. C'est assez étonnant ça aussi, Irène Jacob. Oui, voilà, ma mère est quelqu'un qui, justement, j'aimais beaucoup j'aime son parcours aussi parce que elle, à partir de l'âge de 40 ans, elle a repris les études et elle est devenue d'abord la psychothérapeute qu'elle est devenue, et puis elle a commencé à 5 ans à dire « Ah, enfin, je me saisis de ma vie », elle est devenue cette psychothérapeute. Bon, ensuite, maintenant, elle en a 85, elle fait l'université du 3e âge, maintenant. Mais juste pour dire que, elle disait « Mais moi, j'ai vécu tout le temps dans un nuage ». Enfin, elle parle, c'est presque... Ce livre fait quand même un hommage aussi à une psychothérapie, une psychanalyse soignante, où elle a l'impression d'être sortie, d'avoir pu mettre des mots, enfin, sur ce qu'elle était, comme une enfant de remplacement, ou de pouvoir mettre des mots qui par leur définition, permettent aussi de sortir du nuage, de la confusion, et d'arriver à voir clair et de se saisir de la vie. Pour moi, ça a beaucoup compté. Elle a apporté d'autres mots dans la famille, inconscient, d'autres forces, d'autres choses qui nous ont permis d'aborder tout le langage des émotions, qui n'était pas un langage dont on parlait facilement dans la famille de mon père ou à cette époque-là. Oui, et il y a aussi quelqu'un qui compte beaucoup, parce que finalement, vous lui devez une part de votre réussite de comédienne, c'est votre grand-mère Louise, qui a été la première à vous apprendre à articuler, je crois, Irène Jacob. Voilà, je voulais raconter effectivement, à travers, au moment ensuite de préparée à accoucher, la charge émotive des bras qui m'ont portée. J'appelle mes grands-mères, j'appelle mes mères, et le parcours de mère que ça a pu être. Parce que c'est vrai que c'était une époque où on ne faisait pas toujours des enfants comme aujourd'hui en y pensant. C'était aussi par devoir, parce que c'est normal, parce que ça se fait. Mais évidemment, les grossesses n'étaient pas suivies aussi comme elles le sont aujourd'hui. On pouvait faire beaucoup de morts en bas âge. C'était très douloureux. Et puis aussi, pour ma grand-mère paternelle, aussi la difficulté parfois de s'occuper de ses enfants alors qu'elle-même traversait des moments de chute
tension, de basse, enfin de dépression, et donc de se dire tiens voilà, on a envie de porter un enfant dans ses bras, et à ce moment-là on se dit quelle est la charge, quelle est la sécurité qu'on peut dire de ces bras maternels, qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce que je vais reproduire en reproduisant, qu'est-ce que moi aussi, comment je vais pouvoir porter. Et toutes ces questions, vous les évoquez dans ce livre à travers les portraits de famille, d'une famille d'artistes aussi, et puis avec beaucoup d'émotions sur cet accouchement qui a été celui, je crois, de votre deuxième enfant. Oui, exactement. En tout cas, continuez à travailler comme ça, Irène Jacob. Je crois que vous continuez au théâtre pour l'instant jusqu'à la fin. Oui, là je joue Retour à Reims, donc mis en scène par Thomas Ostermayer de Didier Ribon, jusqu'en fin janvier. Voilà, et ensuite vous repartirez au cinéma, et peut-être sur d'autres livres, on ne sait jamais. Et d'autres chansons, je le sais maintenant. Ce livre s'appelle Big Bang, donc c'est chez Albin Michel. C'est sur la couverture, on vous reconnaît. Merci. Ça, il n'y a aucun problème. Merci Irène Jacob d'avoir évoqué votre carrière et puis votre famille, dont vous parliez peu dans ces clés d'une vie. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie comme tous les jours. Ensuite, ce seront Trina Magdine et les vraies voix de Sud Radio. Et puis, on se retrouvera bien sûr demain, comme d'habitude, à 13h20 pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.